C'est Régent Saint-Hilaire de la librairie Monet. Je vais vous présenter des livres qui sont la crème présentée dans la salle de montre du mois de mars 2023. On débute avec un documentaire qui s'appelle Le monde merveilleux d'Amazon. C'est une édition spéciale. En fait, c'est un hors-série de la revue dessinée. C'est vraiment donc 8 chapitres sur toutes les implications en fait d'Amazon, autant politiques, sociales, technologiques. Un dessin qui varie très, on est dans le journaliste d'enquête, donc quelque chose d'assez fouillé. On ménage pas, donc on fait la part belle entre les innovations, entre le bien et le moins bien d'Amazon. C'est un regard assez critique, mais hyper lucide. Donc, c'est vraiment fabuleux. Ça se lit, en fait, on n'est pas dans le gros documentaire super hard, on est plus dans du reportage, donc c'est comme ça on lisait un magazine. C'est un peu le but de la revue. Donc, celui-là, numéro spécial, qui est vraiment hallucinant. Toujours dans la veine un peu documentaire, Les enfants du rêve chinois de Luxi, aux éditions Sarbacane. On est en 2015 à Wuwei, donc on est à 1600 km de Pékin. On est vraiment dans une ville dans une grosse ville, mais on est quand même hors capitale, on est un peu à la campagne. C'est une Chinoise qui étudie à Paris. Elle étudie le cinéma. Elle décide de faire, en fait, un documentaire sur une de ses amies qui est enseignante, qui est homosexuelle, donc qui est en Chine, c'est le mot hyper tabou. Donc, elle débarque là avec un de ses amis français qui est un peu, son conjoint. Il commence le tournage, elle retrouve une de ses amies d'enfance qui va être leur assistante. Donc, il retrouve son amie qui va être la protagoniste. Et elle, en fin de compte, a une aventure avec une femme mariée qui vit peut-être à 300 km de là. Et le tournage commence, ça va relativement bien, mais à un moment donné, cette femme-là décide que elle veut pas trop en dire parce qu'elle sent que tout est contrôlé et ça pourrait lui nuire. Elle est enseignante, elle pourrait perdre son travail. Donc, on voit vraiment un projet qui semble vraiment le fun, qui va bien aller. Et là, on voit toutes les implications et c'est le début du règne de Xi Jinping. Donc, on voit vraiment. Et le rêve chinois, c'est un peu le grand bond en avant de Mao, mais pour Xi Jinping. Donc, on va réaliser notre rêve, on va être une grande nation, mais il y a vraiment, on nous parle vraiment aussi de la surveillance, la surveillance ultra exagérée. Un dessin, mais vraiment hyper efficace. C'est un récit qui est très long. Je l'ai lu d'une traite, donc tu sais, c'est ça, c'est vraiment, c'est passionnant parce que c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de rêve brisé, elle revient, puis elle se rend compte que la société va plus mal que quand elle était là. C'est très dur d'être une femme, donc on parle de conditions féminines, on parle de conditions pour les gens LGBT. C'est vraiment incroyable. Ça se lit comme un roman, donc c'est tout à fait fabuleux, j'ai adoré. Et on va rester un petit peu dans la Chine, The Vie, aux éditions Mécanique Générale. Quelqu'un a débranché la grosse pomme. On est en 2019. The Vie, son père est chinois, sa mère est française. Elle habite en France. Ça fait un petit bout qu'elle a déménagé en Chine. Elle travaille, en fin de compte. Elle fait de l'illustration et elle assiste à des colloques et elle dessine live, en fin de compte, ce qui se passe. Et elle gagne très bien sa vie là-bas. Elle travaille pour une très grosse firme de marketing. Donc, elle a un amoureux français qui vit à New York, qui va venir la rejoindre et ils vont se marier à Pékin. Donc, en 2020.
à la fin de l'été 2020. Donc, elle va profiter du congé du Nouvel An chinois en janvier 2020 pour venir voir son copain à New York. Pour en même temps s'assurer, elle va passer 2 semaines pour s'assurer que ça clique et puis que le mariage peut se faire. Mais elle débarque et c'est le début de la COVID. Donc, elle ne pourra jamais retourner en Chine. Elle a beaucoup d'appréhension de rester aux États-Unis. Elle a des problèmes de visa. Elle a laissé son chat, mais sa voisine, qui est une Française, s'en occupe. Et elle commence à faire de l'illustration. Son copain travaille il est infirmier. Donc, à un moment donné, il vient déborder. Elle ne le voit presque plus. Les deux attrapent la COVID. Et elle va réaliser, en fait, compte qu'elle ne peut pas retourner en Chine et qu'elle devrait peut-être rester aux États-Unis. Donc, c'est sur la résilience, puis comment se revirer sur un dissent. Finalement, elle va rester à New York. C'est hyper intéressant. On est vraiment à l'Uchronie. Donc, dessin charmant, énormément de textes, on est en lettres attachées. C'est un petit bijou, là, une jolie surprise de début d'année. Et un autre pan de la Chine, là, donc un peu complémentaire avec les enfants du rêve chinois. Une grosse brique, ça va être en 2 tomes, pas donné, 59,95 aux éditions Glénat, Xavier Dorisson au scénario, Timothée Montaigne au dessin, 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, librement inspiré d'un fait vécu. Le Jakarta, c'est un bateau néerlandais qui est parti de Copenhague, il est parti d'Amsterdam. Dessin, mais fabuleux. On est dans le grand format, des panoramiques de fou, récit hyper sombre, très sanglant, très crasseux. Un bateau, en fin de compte, qui s'en va jusqu'en Australie pour... c'est un bateau marchand, donc il y a énormément d'or, de florins et de pierres précieuses à l'intérieur. Il y a 7 coffres. L'équipage, c'est vraiment un équipage tu pars jamais en bateau avec du monde comme ça. Des prisonniers, des gens hyper violents, des séditionnistes. Donc, c'est vraiment là, c'est la poudrière, on sait que ça va mal aller. Il y a une jeune noble aussi qui a perdu ses 3 enfants, qui ont été malades, qui a un peu le remords de ne pas s'en être occupé, qui se joint à l'équipage. Et ce fameux monsieur très machiavélique, un apothicaire, qui va essayer de fomenter une rébellion, une mutinerie. Donc, c'est sombre, c'est crasseux, c'est un dénuement moral hallucinant. Il y aura une deuxième partie qui va paraître à la fin, donc on devrait l'avoir au début de l'an prochain. Un grand récit maritime, puis un conte hyper cruel, là, mais avec beaucoup de portée morale dans son amoralité. J'ai vraiment adoré. J'ai très hâte au deuxième tome. Donc, on est dans un récit qui pourrait... habituellement, ce genre de récit-là est plus ciblé aventure. Là, on est plus dans le Joseph Conrad ou dans le Stevenson. Il y a une dimension mythique, là, il y a une dimension de l'âme humaine, une exploration de l'âme humaine qui est hyper intéressante. Donc, c'est pas exclusivement... Habituellement, ce type de récit plaît plus aux hommes. Celui-là, je vous dirais, c'est vraiment grand public et vraiment tous les âges aussi. Je vous dirais à partir des jeunes adultes jusqu'au CHSLD. Donc, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé. Surprenamment, j'ai été agréablement surpris. Un documentaire aux éditions Delcourt, la collection Octopus. On est toujours là dans le jeune adulte, tout public. Ça s'appelle l'Odyssée évolutive. C'est de Pierre Carner et Max Sandon. C'est hyper touffu, c'est très, très documenté. On est vraiment sur c'est un documentaire sur
la biologie évolutive. Et en fait, donc, c'est l'Odyssée d'Ulysse parce que c'est trois tisseuses, en fin de compte, qui doivent tisser Ulysse. Ils ont un contrat par Athéna qui les aide pas sur les punitions quand on réussit pas. Donc, ces trois sœurs qui s'entendent, il y en a deux qui s'entendent très très mal et qui doivent travailler de concert. Donc, ça met toujours un petit peu du sable dans l'engrenage. Et ils doivent prendre, c'est des tisseuses, c'est des arachnéennes. Ils doivent tisser ils doivent tisser à partir de zéro, de cellules, et aller chercher de l'ADN un peu partout dans toutes les aires géologiques. Ils doivent produire Ulysse. Pénélope est enceinte. Athéna a bien hâte de voir le résultat. Et évidemment, bon, les deux sœurs un peu rivales vont épicer le processus. Donc, on y va vraiment sur c'est quoi une cellule, c'est quoi la reproduction, c'est quoi c'est quoi en fin de compte l'ADN. Il y a un ADN récurrent qui vient de plantes, mais qui ont été là des millions d'années. C'est vraiment les derniers, on en apprend beaucoup sur les dernières découvertes en biologie moléculaire, avec un petit récit vraiment épopée, c'est l'épopée d'Ulysse, en fait, compte, qui va naître à la fin. Et on a des encarts documentaires. Donc, j'ai vraiment adoré la relation entre les trois. On est vraiment dans un drame, une tragédie grecque, là, mais avec un peu d'esbrouf. C'est hyper bien mené. Et ça pourrait être lourd, la charge documentaire pourrait être hyper lourde, mais c'est charmant, ça nous est amené d'une manière humoristique, mais en même temps avec un genre de suspense. Donc, c'est un page turner. C'est vraiment très, très bon. Joséphine Marc aux éditions Gallimard, Voyage de malade. La bande dessinée qui a l'air, oui, ça a l'air d'une bande dessinée jeunesse. Tu sais, dessin un petit peu, très cartoon. On est dans une salle d'attente. Le récit commence en forêt. Dans une salle d'attente, c'est un hôpital de brousse. L'infirmière, c'est une taupe. Donc, déjà là, les attentes sont très, très longues. C'est un renard qui a besoin de points de suture. Il a été frappé par un chasseur à l'abdomen. Il débarque là, le chasseur va s'en venir, et il y a un jeune lapin qui est sous perfusion. Le chasseur débarque, et en fin de compte, le loup, il veut vraiment achever le loup, et c'est le lapin qui va sauver le loup. Et le loup va lui en devoir une, donc il va décider de continuer sa perfusion. Ils ont dû fuir les lieux. Il a réussi à prendre quelques sacs de perfusion. Et là, on se ramasse vraiment dans un bar de motards. On est vraiment dans une poursuite. C'est chasse-poursuite. C'est hyper rigolo. On va traverser le pays. On va se ramasser dans une tanière d'ours qui va les aider tous les deux. Le loup qui ne pense qu'à manger, mais qui mangera jamais le lapin parce qu'il y a un code d'honneur du loup. Donc, un récit, mais charmant, c'est du Disney sous amphétamine, c'est hyper, les dialogues sont percutants. Comme je vous disais, oui, ça a l'air jeunesse. Memento, la classe 9 à 12 ans, ce n'est pas du jeunesse, mais vraiment pas. Et c'est une belle surprise dans le roman graphique. C'est un peu, là, à date, depuis le début de l'année, c'est ce que j'ai lu de plus trippant. Très, très ludique. Dans le livre, vraiment, mais tout à fait merveilleux dans tous les sens, c'est de Yann Damasine, Majnun et Léili, Chant d'outre-tombe. C'est aux éditions La Boîte à Bulles. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est c'est le livre, bon, c'est un livre qui préférablement doit se lire d'une traite. Moi, j'ai pas eu le choix, j'ai été carrément enrobé. On est dans une fable, on est dans un conte persan, un conte arabe, en alexandrin, une histoire d'amour impossible entre un homme et une femme.
l'homme va devoir quitter. Le roi ne veut pas que sa fille l'épouse. Il va être recueilli par les animaux. Il va nourrir les animaux. Il va finir par mourir. Ça n'a juste pas de bon sens et c'est d'une beauté folle. Et le texte est hyper méditatif. C'est très incantatoire. On embarque. Et après une vingtaine de pages, je sais, OK, je suis dans un conte en alexandrin, ça paraît pas du tout. Donc, c'est hyper littéraire, c'est hyper classique. C'est vraiment un hommage aux miniatures persanes, et un texte, mais intemporel. C'est Tristan et Iseult, c'est Roméo et Juliette, Amour impossible, c'est beau comme ça se peut pas. J'en ai les poils me dressent un petit peu quand je vous en parle. C'est vraiment, c'est magistral, c'est un incontournable. Et ma chronique se termine et ma carrière de libraire chez Monet se termine aussi. C'est ma dernière journée. Je vais déménager à Rimouski le 1er mars. Ça a été un plaisir de vous partager mes lectures. Ça a été un plaisir également de discuter avec vous. Vous aurez toujours une place dans mon cœur. Vous êtes en bonne main. On a une équipe merveilleuse avec Hélène, Yann, Manélisa. On a une nouvelle collègue qui s'appelle Virginie, BDiste. Donc, vous aurez quand même toujours le service que vous avez. Vous allez me manquer terriblement. Donc, je vous salue et peut-être au revoir. Je suis à Rimouski. Donc, merci pour tout et au revoir.